je suis Marie-Françoise Brouk, professeure de philosophie, ancien professeur de philosophie, je suis à la retraite maintenant. Je remercie Czeslaw de m'accueillir encore une fois, puis je suis très contente de faire cette expérience d'initiation à la philosophie avec vous. Pour cette initiation à la philosophie, disons que, en gros, c'est vous initier, enfin voir, commencer quoi, une certaine méthode de réflexion qui n'est pas tout à fait la même chose que ce que vous pouvez avoir comme type d'analyse dans d'autres disciplines. Donc à une certaine méthode de réflexion, et puis vous montrer comment, même à partir de 2 extraits de films, puis aussi de la littérature, on peut aborder les textes philosophiques, parce que les philosophes ne posent pas les questions de la même manière, n'y répondent pas non plus de la même manière. Voilà. Alors, l'ennui, quel thème, quel sujet, je ne voudrais pas vous ennuyer. Qui ne s'est jamais ennuyé? C'est une expérience courante, universelle, et je ne sais pas s'il faut croire ceux qui vous disent « moi, je m'ennuie jamais ». Je vais me servir donc d'abord de 2 très courts extraits de films pour décrire cette expérience et donc pour introduire la réflexion. Alors, le premier extrait, c'est un extrait de Pierrot le Fou, un film de Godard, et c'est une scène très connue. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Non, j'écris. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas quoi faire, c'est très connu comme réplique, ça va faire partie maintenant de vos répliques cultes sûrement. Alors, vous voyez bien, Ferdinand s'occupe, il est en train d'écrire, et Marianne, elle est complètement désœuvrée, fatiguée, découragée, sans énergie, elle jette des cailloux comme ça dans l'eau, elle n'a rien à faire, malgré le ciel bleu, le sable et le soleil, ils sont quand même dans un endroit qui est pas mal. Rien ne l'intéresse autour d'elle, elle n'en a précisément rien à en faire du ciel bleu, du sable et du soleil. Et puis, elle répète comme une litanie, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas quoi faire. Le ton enfantin sur lequel l'actrice dit cela, ça nous rappelle peut-être certains moments de l'enfance, hein, peut-être de l'adolescence aussi, où on se traîne et où on s'entend dire « mais enfin, occupe-toi, tu ne sais pas t'occuper ». Donc voilà, vous avez là un premier aspect de l'ennui, c'est-à-dire l'ennui occasionnel, passager, hein, apparemment lié à certaines circonstances où on est désœuvré, où on n'a rien à faire, donc dû visiblement à l'inaction. Un ennui banal, quand on se traîne, quand on bâille et qu'on n'a de goût à rien. Il y a une formule d'un tout fatigue et tout déplaît dans ces occasions-là. D'accord? Vous m'arrêtez quand vous trouvez que je dis des choses invraisemblables. Hein. Il ne faut jamais s'en laisser compter. Hein. Donc, l'ennui, on le décrit à partir de cette situation, de cet exemple, un sentiment de lassitude. Quelque chose d'odieux et d'insupportable. Dans l'étymologie d'ennui, il y a l'idée de quelque chose dont on a la haine. Maintenant, on va prendre, pour voir un autre aspect de l'ennui, un deuxième extrait de film. Alors ce film-là, vous le connaissez peut-être, Un jour sans fin. Oui. Ouais, vous le connaissez. Bon, vous connaissez le postulat de départ de ce film, c'est que Phil Connors doit vivre, et on ne sait pas pourquoi, c'est ça qui est bien. On ne sait pas pourquoi, il doit vivre constamment la même journée. Chaque matin, c'est toujours la même journée. Alors, dans cet extrait, il est avec 2 compagnons dans un bowling. Une fois, j'ai visité les îles Vierges. Il y avait cette fille. On a mangé du homard, bu des pina coladas. Au crépuscule, on a baisé comme des otaries. C'était pas si mal comme journée. Pourquoi je revis pas cette journée-là? Encore, et encore, et encore. Tu sais, il y a des mecs en regardant ce verre qui pourraient se dire « ce verre est à moitié vide ». Et d'autres gars diraient « ce verre est à moitié plein ».
Eh ben, je parie que t'es le genre, le verre est à moitié vide, toi. Est-ce que je me gourre? Vous feriez quoi, vous, si vous étiez coincé quelque part? Si chaque matin était exactement le même, quoi que vous fassiez? Ça ressemblerait vachement à ma vie. Ça ressemblerait vachement à ma vie. Donc sur le mode comique, la Phil Connors se plaint à ses amis de beuverie de toujours devoir vivre et recommencer la même journée, avec le regret de cette autre journée idyllique où il avait toutes sortes de plaisirs. Pourtant, là, il est c'est un autre aspect de l'ennui, parce que là, il n'est pas en train de rien faire. Au contraire, il est en train de se distraire. Ils sont en train de jouer au bowling, ils boivent des coups. C'est pas une situation d'inaction et de désœuvrement. Là, vous voyez apparaître un deuxième aspect de l'ennui, qui est un ennui, alors là, qu'on va dire profond, une lassitude, mais là, qui touche toute leur existence. Il y en a deux au moins comme ça. Ici, donc, on a affaire à l'ennui d'exister, le dégoût de vivre. C'est la difficulté d'être, ce deuxième ennui, le mal de vivre, et sans raison apparente. C'est souvent ces situations, enfin c'est une forme de déprime, on a le cafard, on a le bourdon, parfois des idées noires, enfin bon bref. Donc deuxième forme de l'ennui, plus profond, semble-t-il, plus sérieux que l'autre qui est passager et occasionnel. Alors vous avez des auteurs comme Chateaubriand, Baudelaire, Flaubert, qui ont beaucoup décrit et observé et même valorisé la deuxième forme de l'ennui. L'ennui comme ennui de vivre, comme dégoût d'exister. Et en l'opposant carrément à la première sorte d'ennui, l'ennui passager qu'on éprouve à l'occasion d'une situation où on attend, ou en un moment où on n'a rien à faire. Donc cette deuxième sorte d'ennui, c'est une espèce de mal chronique. C'est pas du tout passager. Voilà ce que demandait Flaubert à l'un de ses correspondants. Connaissez-vous l'ennui? Non pas cet ennui commun, banal, qui provient de la fainéantise, mais cet ennui qui ronge l'homme dans les entrailles et d'un être intelligent fait une ombre qui marche, un fantôme qui pense. Donc là, vous voyez bien cette opposition, l'ennui banal, superficiel, insignifiant, et puis comparé à l'autre ennui, que Flaubert appelle moderne d'ailleurs, qui est plus profond et plus sérieux. Bon, ça c'est une description. Maintenant, essayons d'interroger, faire travailler un petit peu cette opposition. Mais est-ce bien sérieux, cet ennui qui se dit sérieux, plus profond que l'autre? Est-ce qu'il est bien sérieux, cet ennui de vivre, qui s'éprouve sans raison? Bien des gens, eux, n'ont pas le temps de s'ennuyer. Parce que justement, ils sont, eux, accablés d'ennui, mais alors d'ennui au pluriel, des soucis. Et là, on va opposer l'ennui et les ennuis. Quand on a des ennuis, on est dans des difficultés concrètes. On a des soucis qui sont bien identifiés et qui sont provoqués par des causes extérieures à nous, elles aussi bien identifiées. L'ennui, d'ailleurs, le mot dans ce sens-là, finit par désigner même la cause qui provoque nos difficultés. On va dire, on a des ennuis de santé, des ennuis de voiture, ou des ennuis avec les voisins, c'est-à-dire des démêlés. Tout ça, c'est des sources de désagréments, et on est très loin de l'ennui, l'ennui de l'existence, qui lui est un mal, disait un philosophe de la première moitié du XXe, Alain, c'est son surnom, un mal informe, et qui apparaît bien frivole, qu'il rangeait lui dans la catégorie des passions tristes, l'ennui est une passion triste, et dans la catégorie des malheurs imaginaires. Donc, cet ennui existentiel paraît tout aussi peu sérieux, finalement, aussi frivole que le premier qu'on éprouve à l'occasion d'une attente, dans des situations d'inaction. Alors, inversement, cet ennui banal, passager, quand on attend dans une salle d'attente, par exemple, il n'est peut-être pas si éloigné de l'ennui de vivre, du dégoût d'exister.
et peut-être même sont-ils liés. J'en prendrai pour preuve ce qu'écrit un poète qui lui aussi s'est beaucoup ennuyé dans la vie, il y a Baudelaire, il y a Mallarmé. Mallarmé qui disait ceci dans sa correspondance. « Les choses de la vie m'apparaissent trop vaguement pour que je les aime, et je ne crois vivre que lorsque je fais des vers. » C'est un poète. Or, dit-il, je m'ennuie parce que je ne travaille pas. Ennui à cause de l'inaction. Mais d'un autre côté, je ne travaille pas parce que je m'ennuie. Autrement dit, c'est un cercle, on ne peut pas sortir de là. Alors, je vais poser avec vous la première question, donc après avoir décrit ces deux aspects de l'ennui, montrer que finalement ils ne sont pas si éloignés l'un de l'autre, que l'un qui se dit sérieux peut être bien frivole, et que l'autre, l'ennui banal, peut nous enseigner quelque chose quand même, n'est pas si insignifiant que ça. Eh bien, on va creuser dans un premier temps, c'est ça qu'on fait en général en philosophie, on va reprendre ça et analyser ce qu'on appelle donc la nature de l'ennui. Donc la nature de l'ennui, je reprends les deux aspects qu'on a distingués. Le premier aspect, l'ennui dû à l'inaction, au désintérêt. Donc c'est l'ennui qui semble, lui, avoir une cause. On s'ennuie parce qu'on n'a rien à faire, parce qu'on n'a pas d'occupation, parce que l'endroit où on se trouve est vraiment fort peu stimulant. D'accord ? Donc, réfléchissons sur un adjectif qu'on emploie, l'adjectif ennuyeux. Donc l'ennui, ici, semble imputable aux choses mêmes. C'est les choses qui sont ennuyeuses. Par exemple, si je m'ennuie au cours, si je m'ennuie à un concert, à un film, à une conférence, c'est de la faute de la conférence, du cours, etc. Ils sont ennuyeux. Alors on va dire qu'ils sont, du coup que l'ennui à ce moment-là apparaît comme objectif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il semble appartenir aux choses mêmes. Comme je dis d'une personne qu'elle est ennuyeuse, c'est comme si je disais qu'elle est grande ou qu'elle est brune. C'est une qualité objective de la personne. Seulement le problème, vous voyez bien, que donc l'ennui serait objectif, il viendrait des choses. J'y suis pour rien. Mais en fait, en même temps, je dis je m'ennuie. Voilà, avec un pronom réfléchi. Et donc l'ennui n'appartient pas qu'aux choses. Il m'appartient à moi aussi. Il est, à ce moment-là, le contraire d'objectif, subjectif. Il est à ce moment-là subjectif. C'est moi qui trouve le temps long. Alors que si je regarde mon voisin, par exemple dans un cours, lui, il prend beaucoup d'intérêt au cours, ou bien au concert, ou au film. Le temps passe vite pour lui. Il ne le voit même pas passer. Et pourtant, réfléchissez, le temps est le même pour lui comme pour moi. Un cours, c'est 55 minutes pour lui comme pour moi. Donc, la différence, c'est que le temps s'exerce sur mon voisin aussi, comme sur moi, mais il n'exerce pas sa pression comme sur moi-même. Lui, donc, il échappe à l'ennui, tandis que, pas moi, mais aucun de nous deux n'échappe au temps. En fait, donc, dans l'ennui, il y va de notre rapport avec ce qui nous environne, dans notre rapport aux choses, autant qu'avec nous-mêmes. Et l'ennui, c'est Flaubert qui a employé cette image, c'est un petit peu regarder le monde, c'est comme si on regardait le monde à travers des lunettes grises. Il y en a qui voient la vie en rose, mais là, quand on s'ennuie, on voit la vie en gris. C'est-à-dire, le gris, c'est quoi ? C'est la couleur où plus rien n'a de relief. Tout est gris, c'est-à-dire plus rien tout est indifférencié, plus rien ne ressort. C'est à travers donc l'expérience de l'ennui, si tout est indifférencié, ça veut dire que tout nous est égal dans l'expérience de l'ennui. Quand on dit quelqu'un qui s'ennuie, qui essaie de s'occuper, qui dit ça ou peigner la girafe, c'est-à-dire du pareil à même, ça n'a pas de signification pour lui. Donc tout est le gris, c'est le ton de l'indifférence. Et effectivement, dans l'ennui, qu'est-ce qui se passe dans notre rapport avec ce qui nous entoure ? L'ennui, disait un philosophe contemporain lui aussi, Jan Kelevich,
mais peu importe les noms. Hein. L'ennui ne connaît que des êtres quelconques. Dans l'ennui, tout se vaut. Les gens, les choses, les moments de la vie. Le temps lui-même de notre existence, il est amorphe, hein, ou le temps de l'attente, il est amorphe. Bon. Donc l'ennui, c'est l'indifférence qui nivelle toutes les valeurs, tous les instants. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de l'ennui? C'est que c'est une réalité, c'est un sentiment, mais c'est une réalité psychologique, bien sûr, mais qui est à la fois objective et subjective. C'est un autre philosophe dont j'ai emprunté pas mal des éléments de l'analyse que je vous livre, qui s'appelle Heidegger, et qui montre que l'ennui est une réalité hybride, qui tient des deux à la fois, des choses, hein, et de nous-mêmes, de nous-mêmes dans notre rapport aux choses. Voilà. Alors, ça c'est donc un élément de l'analyse de l'ennui. Voyons un autre élément qu'on a vu. Quand on s'ennuie, quand on prend l'exemple de l'ennui occasionnel, hein, quand on est, par exemple, vous regardez Marianne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lance des cailloux, enfin, elle essaye de s'occuper sans vraiment s'occuper. On essaye de faire quoi, là, dans l'ennui? On essaye de passer le temps, de tuer le temps. Hein, en réfléchissant sur ces expériences, c'est-à-dire on est en train d'attendre, on fait une chose, on la lâche, on en fait une autre, on l'abandonne, on s'ennuie. Bon, on s'agite, on papillonne, on s'impatiente, hein, on s'énerve, comme on dit. Il y a un mot que j'aime beaucoup, qui est un mot employé par le traducteur de Sénèque que vous avez lu. Paul Venn dit « toupiller ». On tourne comme une toupie, on toupille. Bon. Donc, Marianne, elle lance des cailloux, elle n'essaye même pas de faire des beaux ricochets. Vous vous ennuyez au cours, vous crayonnez, vous dessinez, vous rangez votre trousse, mais vous n'essayez pas de faire des beaux dessins. Si vous étiez en train de faire vraiment un dessin, à ce moment-là, vous ne seriez plus en train de vous ennuyer. Vous auriez trouvé quelque chose qui vous captive. Dans l'ennui, tout est indifférent, rien n'intéresse. Hein. Donc, dans la gare où on attend, hein, par exemple, c'est la situation qu'on donne comme exemple, que Heidegger donne comme exemple. Hein. Bon, on peut dire qu'est-ce qu'on va faire? On va lire dans le moindre détail, la moindre affiche, s'il y en a, ou même jusqu'à y compris lire les horaires des chemins de fer écrits en tout petit. Enfin bon, des occupations qui n'en sont pas dans le fond. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans cette expérience? C'est que tout se passe comme si on devait absolument s'occuper, occuper le temps et s'occuper, comme si le temps était vide et comme si nous-mêmes, nous étions vides et qu'il fallait nous meubler. Alors, supposez, et je pense un petit peu à la fin de cette pièce que vous connaissez, En attendant Godot, de Beckett, supposez qu'il y a un événement. Alors, supposez par exemple dans la gare, un ami arrive. À ce moment-là, le temps de l'attente qu'on n'arrivait pas à endurer patiemment, le temps change à ce moment-là. Comme dit le personnage En attendant Godot de Beckett, le temps se met à couler autrement. Le temps, jusqu'alors, il ne passait pas. Il n'en finissait plus de passer. Vous regardiez votre montre toutes les 3 minutes. Hein. Il n'y avait même pas 3 minutes de passer, ça n'en finissait plus. Arrive un événement quelconque, quelque chose de nouveau, qui interrompt cet écoulement uniforme du temps, et à ce moment-là, le temps s'écoule autrement. Il s'écoule, c'est ce qui m'a frappé dans la pièce de Godot. Le personnage dit « on est déjà demain ». Alors que ça veut dire? Le temps, du coup, n'est plus sans forme. Le temps, finalement, redevient orienté. Il s'écoule, il a un sens. Il s'écoule vers l'avenir, il va du présent vers l'avenir. Donc, dans l'ennui, rien ne se passe, rien n'arrive. Tous les instants sont donc identiques. Et le problème, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est bien cela, c'est qu'il y va donc dans l'ennui de notre rapport au temps. On veut faire passer le temps, mais de toute façon, il passe le temps. Alors, faute d'échapper au temps, qu'on ne peut vraiment pas tuer, on veut juste, alors c'est Heidegger qui dit ça, on veut juste tuer
la temporisation du temps. On ne peut pas tuer le temps, d'accord? Donc on veut tuer la temporisation du temps. Ça veut dire quoi, temporiser? Vous savez bien, temporiser, c'est retarder. On veut juste tuer le fait que le temps tarde à passer. Ce qui est quand même paradoxal, puisque dans la plupart des, comment dirais-je, des idées qu'on a sur la vie, on trouve qu'en général, le temps passe trop vite et que la vie est trop courte. Mais enfin là, le temps tarde à passer et on voudrait que ça aille plus vite. Voilà ce qu'on peut dire à propos de cette, dans l'analyse de l'ennui, ce qu'on peut dire quand on essaye de trouver un passe-temps et qu'on veut tuer le temps. Maintenant, prenons l'autre aspect de l'ennui, le mal de vivre. Dans ce mal de vivre, ce qu'on y retrouve, hein, prenez l'expression que dit l'un des deux compagnons de Phil Connors, ça ressemble vachement à ma vie. La répétition, la monotonie, toujours la même chose qui reviennent indéfiniment. D'accord? Donc, cette monotonie de l'existence elle-même, Chateaubriand le dit de manière plus élégante. Il dit « Tout me lasse. Je remorque avec peine mon ennui avec mes jours. Et je vais partout bâillant ma vie. » Voilà, bâiller sa vie. C'est ce que Flaubert appelait l'embêtement de l'existence, c'est qu'il, lui, il voulait distinguer de l'ennui banal, commun, hein, qui provient de la fainéantise. Donc cet ennui profond, ce mal d'exister, où on bâille sa vie, c'est donc un sentiment de vide, une impression donc d'inutilité. C'est un ennui qui nous ronge sans cause précise. Quelqu'un disait, une marquise fort brillante, mais qui a passé sa vie à s'ennuyer et à écrire des lettres, des tombereaux de lettres aux gens pour dire qu'elle s'ennuyait, elle comparait cet ennui à un ver solitaire. Qu'est-ce que fait le ver solitaire? Il absorbe tout et il fait que rien ne nous profite. Donc là, c'est pas seulement le monde qui nous entoure qui est vide, vide d'intérêt pour nous, c'est pas seulement le monde qui nous entoure qui se vide, c'est nous-mêmes aussi qui perdons toute consistance. Et c'est toute l'existence à ce moment-là qui nous pèse, et pas seulement tel moment d'attente ou tel moment de désœuvrement. Donc dans cette expérience, tout est vide. Et un romancier en parle de manière, en fait une description extraordinaire, dans un livre qui s'appelle « Le livre de l'intranquillité ». Il dit « La vie est creuse, notre âme est creuse, le monde entier est creux. Tout est plus vide que le vide. Rien ne me dit rien. J'ai perdu le monde. Et tout au fond de mon âme, il y a une douleur intense et invisible, une tristesse semblable au bruit d'un homme pleurant dans une pièce obscure. » La description de ce sentiment de vide est extraordinaire. Alors, quand on a ainsi étalé ce sentiment de vide qu'est l'ennui, le dégoût d'exister, il y a peut-être une différence, et ça c'est un philosophe qui l'a fait, Sénèque. Il y a peut-être une différence à faire entre cette douleur de vivre, entre douleur de vivre et l'ennui. Sénèque fait cette remarque, dans l'ennui, c'est pas de vivre qui fait souffrir. L'ennui n'est pas, c'est pas vivre qui est douloureux. Vivre n'est pas douloureux dans l'ennui. C'est oiseux. Est-ce que ça veut dire oiseux? Super vide. En latin, ça se dit. Il y en a qui ont fait du latin. Aucun? Ouais. 2 ans. Ben, c'est déjà pas mal. Si je le dis en prononçant à la française, super vacuum. Comment vous le traduiriez? Hein? En français, super vacuum, c'est le mot latin qui veut dire oiseux, c'est-à-dire quel est le synonyme? Vous donneriez quoi comme synonyme? Super vacuum, super vide. C'est le vide puissance, à la puissance, le vide au carré en quelque sorte. Donc oiseux, c'est vraiment cela qui détermine le sentiment de l'ennui comme dégoût d'exister.
c'est pas la douleur de vivre, c'est donc plutôt le sentiment du vide qui caractérise l'ennui, pour qu'on ne le confonde pas ni avec le désespoir, ni avec le chagrin, d'accord, ni non plus avec la haine de la vie. Alors c'est vrai que c'est proche, parce que celui qui est déprimé peut avoir des idées noires et avoir des envies de suicide, hein. Mais là aussi, Sénèque fait la différence entre la haine de la vie et le dégoût de vivre. Et j'en trouverai l'illustration chez un romancier contemporain italien, Moravia, Alberto Moravia, qui a écrit un livre dont le titre c'est L'ennui, tout simplement. Et voilà ce qu'il fait dire à son personnage, enfin qui s'ennuie, hein. De temps en temps, entre ces frénésies de mon ennui, je me demandais si par hasard je ne souhaitais pas mourir. C'était une question raisonnable, puisqu'il me déplaisait tant de vivre. Mais je m'apercevais avec stupeur que bien qu'il me déplut de vivre, je ne voulais pas non plus mourir. Il m'arrivait de penser qu'en réalité, je voulais moins mourir que de ne pas continuer à vivre de cette manière. Alors c'est vrai donc que l'ennui peut mener au suicide. Vous en avez un exemple chez Flaubert, c'est qui ? Madame Bovary, hein. Mais il faut distinguer ici la haine de la vie, l'envie de mourir, et l'ennui comme comme déplaisir à vivre. Alors, celui qui s'ennuie, effectivement, c'est celui qui se dit « toute chose passe ainsi pour revenir. Je ne fais rien de nouveau. Je ne vois rien de nouveau. » Et on en a parfois jusqu'à la nausée. Voilà comment Sénèque fait parler celui qui s'ennuie. La nausée, voilà ce qui traduit aussi ce sentiment de dégoût d'exister. Alors, la nausée, c'est aussi le titre d'un roman de Sartre qui ne vous parle que de ça, de l'ennui de l'existence. Alors, j'en ai, à partir donc de notre description, là, je vous ai proposé quelques éléments d'analyse de l'ennui. Je fais une petite pause, là, avec vous. Avez-vous des questions à poser, des remarques sur ce que je viens de dire ? Ma question, c'était, ne sera-t-on pas responsable de notre propre ennui alors ? Parce que ça, si vous dites, est-ce qu'on est responsable de notre propre ennui, je vous ai dit que ce n'est pas si simple que ça. Hein, c'est nous qui nous ennuyons, mais les choses aussi sont ennuyeuses. Il y va. Mais justement, dans l'ennui profond, oui. Qu'on trouve tous fade, c'est vraiment une perception de la vie. Du coup, on serait un peu responsable de cet ennui. Vu que c'est nous qui percevons tout d'une certaine façon, qui fait que tout est gris et que tout est ennuyeux. Alors, si on dit on est responsable, si on est responsable de notre ennui, c'est ce qu'on va voir. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut identifier la cause de l'ennui. Et la cause de l'ennui, à ce moment-là, elle est en nous. Et il suffirait, c'est comme si c'était un peu une maladie, quoi. Oui. Et il suffirait de soigner la cause qui est en nous pour que l'ennui disparaisse. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est une maladie de la volonté qui ne peut plus rien vouloir, en quelque sorte ? C'est-à-dire qu'il ne pourrait plus imaginer un avenir. Parce que quand on a de l'avenir devant soi, vous songez à votre avenir professionnel ou personnel, ou à l'avenir de votre pays, vous êtes engagé dans une action. Du coup, on n'a pas le temps de s'ennuyer parce que la volonté met en place des moyens d'arriver à ce que l'on vise, des études, des révisions, des lectures. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie de la volonté ? Alors, j'ai fait exprès de mal formuler ma question, mais... Non, pas maladie de la volonté, mais effectivement, moi je reprends ce que disait Adja, c'est que l'idée qu'on est responsable de son ennui, c'est une maladie de la volonté où on ne sait pas ce qu'on veut. On veut rien ou on veut tout, c'est ce que je vais voir avec vous en analysant un peu mieux les causes de l'ennui. Mais effectivement, l'enjeu, il est là. Si on considère qu'on est responsable, c'est-à-dire que quelque part, on est un peu fautif. C'est ça, hein ? On est un peu fautif. Donc la cause de ce mal ou de cette maladie est en nous et il suffit de soigner la cause pour que l'ennui disparaisse. Alors ça peut être en s'activant,
en s'occupant. Mais vous allez voir, ce n'est pas si simple. En tous les cas, identifier la cause, c'est ce que des philosophes comme Sénèque, Lucrèce ont fait. Lucrèce en allant même un petit peu plus loin, puisque derrière les causes la cause ou les causes de l'ennui, il y voit encore un sens plus profond. Il suffit de prendre conscience de ça, semble-t-il, pour faire disparaître l'ennui. Mais vous avez lu Pascal. Et là, qu'est-ce que vous avez découvert? Est-ce qu'on est responsable de l'ennui? Quand on est responsable de quelque chose, c'est qu'on est fautif. Donc, on a bien compris l'enjeu. Hein? Donc, si on n'est pas responsable de l'ennui, d'accord? Vous avez lu Pascal. Pour lui, est-ce qu'on est... On n'est pas responsable de l'ennui, pourquoi? Parce que quand on est responsable d'un mal, quand on est fautif, ça veut dire... Quand on est fautif, ça signifie que on peut nous le reprocher. Ou je peux même à moi-même me reprocher cet ennui qui ne vient que de moi. Encore une fois, je vous ai dit, c'est une réalité hybride. Mais à ce moment-là, si je ne suis pas responsable de l'ennui, cela veut dire que cet ennui qui est en moi, et il y a peut-être bien une cause aussi, ou un sens, mais je n'y peux rien. Et c'est ce que vous trouvez chez Pascal. Est-ce qu'on peut se débarrasser de l'ennui? Si vous avez lu Pascal. On ne peut pas remédier au fait que plus rien n'a de sens. Ou on peut... Attendez, on ne peut pas remédier à quoi pour Pascal? On ne peut pas remédier à quoi? On ne peut pas remédier à cet ennui, parce que pour Pascal, l'ennui est dans l'état naturel de l'homme. Et voilà. La constance de l'homme le cherche. Si c'est dans notre nature, voilà. Si c'est dans notre nature, quand quelque chose qui est un défaut ou une faiblesse de notre nature, on ne peut pas nous le reprocher, on n'est pas responsable. Si, par exemple, on est aveugle ou difforme ou laid ou très grand ou petit, j'en sais rien, on n'est pas responsable de ces défauts de nature. De la même manière, l'ennui, comme fondé ou ancré dans la nature humaine, comme faiblesse dans la nature humaine, chez Pascal, on n'en est pas responsable. Donc j'ai répondu à votre question en anticipant largement sur ce que j'ai préparé, mais je peux très bien procéder autrement. Ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, si je comprends bien, est-ce qu'on est responsable de l'ennui? Oui, pour des philosophes comme Sénèque et comme Lucrèce, parce que la cause est en nous et qu'on peut y remédier. Il suffit de connaître la cause pour la corriger. Non, si c'est un défaut de nature, une faiblesse de notre nature, et ça, à ce moment-là, de la nature humaine, là, on n'en est pas responsable. Ça va, c'est clair? Moi, j'avais une question. Alors, est-ce que si l'ennui est positif, est-ce qu'on peut toujours parler d'ennui? Alors, est-ce que j'ai introduit la notion d'ennui positif? Non, j'en ai pas parlé. Pas encore, peut-être même pas du tout. Donc, je m'en excuse auprès de ma collègue, on en avait parlé avant. Je sais, donc, qu'est-ce que vous entendez par ennui positif? Si on trouve une occupation, si pendant l'ennui on trouve une occupation plutôt, je sais pas, positive, est-ce qu'on peut toujours parler d'ennui? Supposez que Marianne, au lieu de jeter les cailloux comme ça n'importe comment, dans l'extrait de film, s'amuse en lançant les cailloux, par exemple. En lançant des cailloux, mais s'amuse à pourquoi faire? Elle a un but, c'est ce que proposait M. Michalewski. Elle a un but, elle veut faire des beaux ricochets. Au moins 2, au moins 3, il y en a. Elle peut se lancer un défi. À ce moment-là, c'est terminé. Elle ne s'ennuie plus. Mais qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites c'est un ennui positif? Non, mais c'est bon, vous avez répondu à ma question. Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, c'est ça qui m'importe. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez de l'ennui positif? C'est-à-dire l'ennui qui a disparu parce qu'on a trouvé de quoi s'occuper, de quoi s'intéresser. On a chassé l'ennui. Le défaut, on peut le changer. Quand c'est naturel, quand on est ennuyeux soi-même, on le remarque, à un moment, on peut le changer. On s'entraîne, on essaie d'être intéressant. C'est comme quand on est obèse, à un moment, on peut devenir mince si on s'entraîne. Non, mais c'était une idée. Il y a effectivement des qualités naturelles, physiques, qu'on peut changer. C'est ça que vous voulez dire? Oui, mais aussi on peut se changer. Bien sûr. Le problème, ça serait de savoir quelles sont les choses en nous qu'on ne peut vraiment pas changer. Alors,
quand vous dites par exemple avec Pascal, on n'est pas responsable de l'ennui parce que précisément on ne peut pas changer de nature. Changer de nature ici, c'est changer le fait que nous soyons des êtres humains, donc des êtres faibles, mortels, etc., etc. D'accord? Donc, et alors ça, vous n'y pouvez rien. Vous savez bien que on peut. C'est Aristote qui disait bon, on ne peut pas nous reprocher d'être laid et petit. Maintenant, c'est vrai qu'avec la chirurgie esthétique, on peut se rendre beau. Bien sûr. Bon, d'accord. On peut se rendre grand quand vous êtes petit de naissance. C'est peut-être un peu plus difficile. Mais c'était pour vous faire comprendre qu'il y a des défauts naturels qu'on ne peut pas nous reprocher. Quelqu'un d'aveugle de naissance, vous ne pouvez pas lui reprocher. Défaut naturel, d'accord? Le fait d'être né homme, c'est ce que Pascal dit, ce n'est pas quelque chose qu'on puisse nous reprocher. Nous ne sommes pas responsables de l'ennui, quand bien même la cause de l'ennui est en nous, dans notre condition d'homme, faible, mortel, misérable, etc., etc. En fait, je voulais savoir, quand ce professeur a parlé de maladie de la volonté, si en fait l'ennui ne peut pas être vraiment comparé à une maladie clinique dans une sorte de dépression, en fait, vu que tout nous semble gris, on ne prend plus goût à rien, rien ne nous amuse, on ne peut s'amuser de rien. Si on médicalise, on appelle ça dépression. Moi, je ne suis pas médecin, je suis professeur de philosophie, enfin, je fais de la philosophie. Donc, qu'est-ce que font les philosophes? Ils ne médicalisent pas. Ils proposent... alors, ils le décrivent comme un mal. Bon, un mal du désir. Alors, pour le dire rapidement, dans les causes de l'ennui, on peut y voir le fait que l'ennui est l'indétermination faite sentiment. On veut tout, on veut rien. On a des désirs contradictoires. On veut ceci, on veut cela. Je prendrai pour exemple comment Moravia décrit son ennui. Cette aboulie. Aboulie, vous savez ce que ça veut dire? Absence de volonté. Hein, où on ne fait rien. Rien de ce que je faisais ne me plaisait ou ne me semblait digne d'être accompli. Par ailleurs, je ne pouvais rien imaginer qui pût me plaire ou qui pût m'occuper d'une manière durable. Tout prétexte futile que je me donnais à moi-même m'était bon pour sortir de mon atelier de peintre, hein, pour ne pas y rester. Acheter des cigarettes dont je n'avais nul besoin, prendre un café qui ne me faisait aucune envie, acheter un journal qui ne m'intéressait pas, visiter une exposition de peinture pour laquelle je n'avais pas la moindre curiosité, et ainsi de suite. D'autre part, je sentais que ces occupations n'étaient que d'impatients travestissements de l'ennui, si bien que bien souvent, je n'allais pas jusqu'au bout des choses que j'entreprenais. Et au lieu d'acheter un journal ou d'absorber un café ou de visiter une exposition, je revenais. Après avoir fait quelques pas, je revenais à l'atelier d'où j'étais sortie quelques instants auparavant avec tant de hâte. Mais naturellement, une fois à l'atelier, l'ennui m'attendait et tout recommençait. Donc qu'est-ce que c'est quand on ne médicalise pas et qu'on n'appelle pas ça une dépression? Parce que je laisse ça aux médecins, hein. Mais quand on en fait une expérience, comme ont pu la décrire Baudelaire, c'est sans doute qu'ils étaient dépressifs, mais bon, c'est aussi une expérience qui est peut-être, si vous m'avez bien suivi jusqu'ici, qui est peut-être bien la nôtre, hein, de toute manière, en tant qu'être humain. Bon, bah, c'est effectivement une espèce de maladie du désir. On veut tout, on veut rien, on a des désirs contradictoires. Alors, vous avez vu l'explication que donne Sénèque. Hein, Sénèque dit finalement, c'est parce qu'on ne sait pas commander, on ne sait pas commander ses désirs, on ne sait pas les suivre jusqu'au bout et on ne sait pas non plus les commander. Donc, on ne va jamais jusqu'au bout de ses désirs parce qu'on désire des choses impossibles, on en change et puis on se laisse gouverner également par ses propres passions. Donc, pour Sénèque, si c'est une maladie du désir dans l'ennui, hein, ou de la volonté, comme on veut, c'est parce que, dans le fond, on n'a pas trouvé en soi-même l'équilibre. Alors, il a écrit un traité qui s'appelle « De la tranquillité de l'âme ». Mais qu'est-ce que c'est que l'ennui? C'est la maladie, je vous ai dit tout à l'heure, des gens heureux. C'est la maladie des gens heureux, l'ennui, c'est-à-dire la maladie de ceux qui, précisément, n'ont pas d'ennui, pas de soucis, pas de vrai chagrin,
mais qui sont quand même malheureux, mais ils ne savent pas pourquoi. Et cet ennui comme impuissance à être heureux, on va le dire comme ça, impuissance à être heureux, à se contenter de soi-même, à être en plein accord avec soi-même. Alors, le bonheur, chez Sénèque, est défini comme un équilibre de l'âme, hein, où on se maîtrise bien, on a la disposition de soi-même, de toutes ses volontés. Hein. Dans cet équilibre, le bonheur, c'est d'être en accord avec soi, c'est pas d'avoir telle ou telle chose, parce que là, on peut courir longtemps, on ne les aura pas. Il nous faudra d'autres choses encore pour être heureux. Donc, le bonheur étant défini comme le fait d'être bien avec soi-même, hein, en accord avec soi-même, ben, à ce moment-là, l'ennui comme maladie, elle est remédiable. Et vous voyez, pas seulement avec des antidépresseurs, quoi. Ça peut être aussi avec la philosophie. C'est ce que montre Sénèque. Prenez un autre exemple, Lucrèce. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'il y a derrière les désirs contradictoires qu'on peut avoir? On sort, on revient, on va ci, on va là. Derrière cette agitation, qu'est-ce qui se donne à lire derrière l'agitation pour tromper l'ennui? Vous vous souvenez dans le texte de Lucrèce? Ça veut dire quoi? Pourquoi on s'agite autant? C'est simple, hein, quand on s'ennuie, il y a deux situations où on s'agite, on papillonne, on s'impatiente, on fait ça, on fait ci, etc., avec des désirs contradictoires, ou bien, dans l'ennui, on ne fait plus rien. Il y a deux attitudes contraires, l'agitation et l'apathie, c'est-à-dire rien faire. Bon. Mais dans l'agitation qu'on peut avoir, qu'est-ce que Lucrèce voit? Pourquoi on s'agite autant? Par peur de s'ennuyer. Vous vous souvenez pas dans le texte de Lucrèce? Qu'est-ce qu'il voit, lui? Pourquoi on court comme ça tout le temps? Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend après la mort. En fait, derrière ça, c'est la crainte de la mort. Et cette crainte de la mort, elle taraude, elle fait pression aussi bien sur celui qui s'agite et qui court partout, que sur celui qui est apathique. Celui qui est apathique, qui ne fait plus rien, c'est celui qui dit « à quoi bon tout cela ?» Et qu'est-ce qu'il y a derrière la question « à quoi bon ?» Il y a la question principale « à quoi bon vivre ?» Et c'est là aussi l'idée de la mort, l'idée que rien ne vaut la peine, puisque de toute façon tout finira et tout s'anéantira un jour, parce que nous sommes tous mortels. Donc vous voyez bien que qu'on s'agite ou qu'on soit apathique, hein, dans les deux cas, l'ennui est effectivement une maladie, mais à laquelle, pour des philosophes comme Sénèque, Lucrèce, à laquelle on peut remédier à condition de connaître l'origine du mal. Notre crainte de la mort, et pour ne plus craindre la mort, il faut connaître la nature. Le titre du poème de Lucrèce s'appelle « De la nature des choses ». Moi, c'était juste pour compléter ce qu'avait dit Julien. En fait, je pense qu'il voulait dire que quand on est, à la base, quand on est dans une période d'ennui, il peut nous arriver inconsciemment de penser à quelque chose et qui procure inconsciemment quelque chose de bénéfique. Je veux dire, au niveau de la pensée, on peut commencer à avoir on peut s'ennuyer dans l'ennui banal, on peut s'ennuyer et au bout d'un moment, on commence à penser à des choses qui, au final, produisent quelque chose de bénéfique. Ah oui, c'est bénéfique. Si des pensées nous viennent à l'esprit, il faut quand même qu'elles nous viennent à un moment à l'esprit. J'ai entendu dire, et je terminerai là-dessus, j'ai entendu dire effectivement qu'il y en a parmi vous qui mettiez comme image, qui donniez comme image de l'ennui le penseur de Rodin. Est-ce que vous pensez qu'il s'ennuie? Il pense ou il s'ennuie? C'est vrai que c'est l'image de la sorte de mélancolie, une sorte de méditation plutôt, hein, qui n'est pas tournée vers l'extérieur, qui n'est pas du tout actif puisqu'il médite. Mais est-ce que c'est s'ennuyer? Pas forcément, parce que celui qui s'ennuie, au contraire, s'agite. Et il ne s'agite pas seulement quand il attend un train alors qu'il n'y a rien à faire,
Mais il s'agite, et Sénèque le montre, durant toute sa vie. Il fait une double comparaison, Sénèque. Il compare la vie de celui qui s'agite, et je vais terminer là-dessus, je vous rassure. La vie de celui qui s'agite, il la compare, qui ne s'agite pas seulement quand il n'a rien à faire sur le moment, hein, et durant toute son existence, il le compare à quelqu'un qui n'arrive pas à dormir et qui change complètement de position. Puis quand il est fatigué, bon, il reste dans la dernière position. De la même manière dans son existence. Première comparaison. Deuxième comparaison, compare l'agitation des gens qui courent partout, qui n'ont pas l'air de s'ennuyer, mais qui ne font jamais que tromper l'ennui. Hein. Il compare au mouvement des fourmis. Vous avez déjà vu des fourmis qui montent le long d'un arbre, qui montent, qui grimpent, qui descendent sans arrêt, pour rien, sans rien porter. Et à ce moment-là, cette agitation, il l'appelle d'un oxymore que vous avez repéré dans le texte de Sénèque, cette agitation où, comme les fourmis, on fait rien. On fait, mais on fait rien finalement. Comment il l'appelle? Une paresse agitée. En latin, une inertie inquiète. Inertia inquieta. Une inertie, une paresse agitée. Donc, l'agitation comme l'apathie, alors qu'elles sont très opposées. Hein. L'apathie d'Emma qui ne veut plus rien faire, là, qui s'ennuie tellement qu'elle ne fait plus rien, plus de couture, plus de ménage, etc. Hein, s'occupe plus de rien. Ou l'agitation de celui qui court partout, qui dit « moi je m'ennuie jamais », mais bon, parce qu'il ne fait jamais que tromper son ennui. Ces deux attitudes contraires, finalement, reviennent au même. Et d'où cet oxymore, effectivement, de la paresse agitée, qui est celle des gens affairés, mais qui ne savent pas pourquoi. Or, qui ne savent pas pourquoi, parce qu'ils ne se sont pas posé la question de pourquoi ils font ce qu'ils font, quoi. Voilà.